Bienvenue ce soir à ce nouveau café citoyen. On est très heureux de vous revoir ici. Et une des premières choses qu'on va faire, c'est de vérifier nos téléphones portables, s'assurer qu'ils sont bien en mode silencieux, voire éteints, selon vos choix, pour qu'on ne soit pas dérangé au cas où. Et puis, un petit rappel pour celles et ceux qui souhaitent adhérer à l'association. Eh bien, vous avez une petite boîte là-bas où vous pouvez déposer votre obol. On demande 20 € pour être membre de l'association. Et si vous avez envie de donner plus, surtout ne vous sentez pas gêné, il n'y a aucun souci. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez participer au buffet ce soir, on vous demande une petite contribution de 5 € pour pouvoir participer à ce buffet. Ce buffet qui est d'ailleurs fourni par Monsieur Crèche, que nous remercions pour sa contribution et sa participation à nos cafés citoyens, je crois depuis longtemps, et qui continue à être avec nous. Quelques règles pour le fonctionnement de notre petite réunion. Ce qui est important, c'est de s'écouter les uns les autres, sans couper la parole, sans intervenir. On respecte la parole de chacun, on peut argumenter, on essaye de le faire de façon raisonnée, on peut apporter tous les arguments qu'on veut, tant qu'on reste aussi bienveillant les uns envers les autres, et puis idéalement on lève la main pour demander la parole, ça permet d'avoir une discussion un peu plus fluide, et puis bien sûr on essaie de ne pas être agressif verbalement, c'est mieux, parfois on a envie de réagir, on réagit, puis on va essayer après de calmer ça. Donc notre thème d'aujourd'hui, s'engager aujourd'hui, avec un point d'interrogation. La question c'était, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui s'engager? Qu'est-ce que ça représente? Que font les gens qui s'engagent? Dans quoi? Il y a plein de questions qu'on s'est posées derrière ça, quand on a travaillé sur ce thème. Et pour être avec nous ce soir, on a deux personnes qui ont accepté de venir et de partager leur propre expérience sur l'engagement. Antoine Brochu. Antoine, il est membre des Shifters Languedoc-Roussillon, entre autres, et il a fait beaucoup d'autres choses aussi, il en parlera. Et puis Catherine Guy, qui est membre des Cafés Citoyens, que vous avez peut-être déjà dû voir une ou deux fois. Et Catherine participera aussi en partageant son expérience d'engagement personnel dans toute sa vie. Alors, on a cherché un petit peu des définitions sur l'engagement. Évidemment, quand on a commencé à travailler sur le thème, notamment, évidemment, on a trouvé des définitions dans le dictionnaire qui étaient très littéraires, qui étaient même philosophiques pour certaines. C'est assez intéressant. Et on s'est dit que cette espèce de citation, de définition, était celle qui était la plus interpellante. S'engager, c'est faire une promesse de passer à l'action pour une cause qui nous tient à cœur. Quand on s'engage sur quelque chose, c'est parce que ça nous a pris. C'est venu nous chercher, ça nous tient à cœur, on s'y met et on y va. Et généralement, on va loin, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout de l'engagement. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière cette phrase. Les différents types d'engagement qu'on peut trouver, il y en a toute une liste. Ça peut être un engagement individuel, on peut s'engager juste soi-même sur une cause. Catherine en parlera dans son intervention, on peut aussi s'engager dans le couple. Se mettre en couple, se marier, c'est un engagement en soi. Puis derrière, il y a la famille. Donc on s'engage, on fonde une famille. C'est pas juste un petit démarrage comme ça. Voilà, on a des enfants, c'est bien, non? Ce que je dis toujours, quand on a des enfants, on les a pour la vie. Donc c'est quand même un engagement assez long. On peut avoir aussi un engagement social, associatif. On peut avoir un engagement politique, bien sûr. Et puis, la plupart des engagements sont bénévoles. C'est du volontariat. C'est aussi du militantisme. Tout ça, ça veut dire que derrière, la plupart du temps, c'est gratuit, entre guillemets. Et puis on a aussi l'engagement professionnel. Ça peut être un engagement, un choix de métier qu'on fait, parce qu'on s'engage dessus. Ça peut être, je vais citer un exemple, quelqu'un qui, à un moment donné, décide de monter sa propre entreprise, d'être auto-entrepreneur. Ça veut dire qu'on prend un engagement déjà vis-à-vis de soi-même pour y arriver, peut-être après vis-à-vis des employés qu'on va avoir. Ça peut être aussi un engagement écologique.
Shifter, par exemple, c'est une association, on est bénévole, et on s'est engagé pour travailler sur le changement climatique. Et puis, ça peut être artistique, culturel. On connaît un grand nombre d'artistes, de peintres, d'acteurs qui se sont engagés, qui ont pris des positions, qui les ont affirmées, ou des peintres qui ont réalisé des œuvres qui montraient leur engagement. Je ne citerai pas Picasso, mais c'est celui qui me vient le premier à l'esprit, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on trouve en France en termes d'engagement, en termes d'association? C'était intéressant de regarder un peu de ce côté, parce que finalement, moi j'avais pas une idée du nombre d'associations qu'il pouvait y avoir en France. C'est impressionnant. Donc on a 1,5 million d'associations en France. 1,5 million. Après, il y a des associations qui ont un nombre d'adhérents très faible. Il y en a qui ont un nombre d'adhérents beaucoup plus important. Mais le nombre d'associations recensées en 2024, c'était 1,5 million. Ça représente 22 millions de bénévoles. 22 millions de personnes sur la population française, ça fait quoi? Ça fait un bon tiers, un bon tiers de la population française qui agit bénévolement quelque part, qui s'est engagé à faire quelque chose dans sa vie pour contribuer à une cause, la soutenir, etc. Un chiffre qui était intéressant aussi, et j'en reparlerai après, ça représente environ 1,5% du PIB. C'est de l'ordre de 100 à 120 milliards d'euros de chiffres. C'est énorme en fait. Alors j'expliquerai après pourquoi, je reviendrai dessus. Et puis c'est, selon les associations, il y a des bénévoles bien sûr, mais il peut y avoir aussi des salariés. Donc il y a à peu près 1,8 million de salariés qui travaillent au sein des associations. Parce que notamment, par exemple, encore chez les shifters, au niveau du Shift Project, donc vous avez peut-être entendu parler d'un monsieur Jancovici, le Shift Project, c'est une association qui a des salariés, qui paye des gens pour s'occuper un peu plus de la partie gestion, administration d'associations, éventuellement faire des travaux. Donc on retrouve, au sein des associations, il y a aussi des salariés, et sur la France, c'est un chiffre assez impressionnant. Bon, les grosses associations françaises, on a regardé un petit peu, on cherche un peu, on trouve facilement les 5 premières qu'on a mises ici, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, on a le Secours catholique, Action française contre les myopathies, Médecins sans frontières, ça c'est les gros chiffres. La Croix-Rouge, par exemple, de mémoire, je crois que c'est 700 000 personnes qui travaillent pour la Croix-Rouge. Il y a 635 points qui sont un peu les bureaux de la Croix-Rouge en France. Donc il y a énormément d'activités derrière ça. Et ça contribue notamment à soutenir un peu les actions du gouvernement et de l'État. Mais ça, j'y reviendrai. Un petit quiz. Alors, quelle est à votre avis la plus ancienne association de France? Est-ce que vous avez une idée? La Croix-Rouge? Ok. Secours catholique? Est-ce que vous auriez une idée? Je vais présenter ça différemment. Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle la plus ancienne association aurait été fondée? Moyen-Âge. Ah ah. Ah ah. C'est pas les compagnons. Mais on est proche de la solution. Allez. La plus ancienne association, c'est les Charitables de Saint-Éloi, en France. Elle a été fondée en 1188, parce qu'il y a eu une peste importante dans le nord de la France, et à Béthune, il y a deux personnes qui se sont, on va dire, un peu bougées. Deux personnes civiles qui ont décidé de prendre en main les soins à donner aux malades, à donner à ceux qui les entouraient, à s'occuper des corps, à s'occuper des décès, des enterrements, à trouver une sépulture décente pour les gens qui mouraient de la peste. Et ça s'est ensuite continué de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui. Cette association existe toujours et elle prodigue toujours des sépultures et des soins. C'est indépendant de la Croix-Rouge, ça n'a rien à voir, mais ça continue de fonctionner. 1188. Ça va chercher un peu loin. Alors, les bénéfices de ces associations, du bénévolat et de l'engagement en France, toujours. Le bénéfice de l'engagement, pour qui ça bénéficie? Bien évidemment, ça bénéficie d'abord pour celui qui s'engage, on en parlera beaucoup ensuite, mais ça a aussi un bénéfice pour l'État. Ça contribue à améliorer les services publics, la Croix-Rouge notamment.
Si c'était l'État qui devait s'occuper de tout ce que fait la Croix-Rouge, je pense qu'on en verrait des effets quelque part, notamment dans nos impôts, par exemple. Un exemple. Mais ça veut dire que derrière ces associations, particulièrement les grosses, évidemment, particulièrement celles qui ont des services publics, les Restos du Cœur aussi, par exemple, eh bien, ça permet à l'État d'avoir un support qui n'est pas négligeable. Rappelez-vous le chiffre de 1,5% du PIB. Okay. Innovation et progrès social. Bah oui, parce qu'il y a des associations qui se créent, ça fait penser des gens, ça fait chercher des solutions, ça fait travailler sur des causes. Donc on va chercher des innovations, on va chercher des choses nouvelles pour faire avancer la cause sur laquelle on s'est engagé. On a aussi, c'est ce que j'ai dit à l'instant, une réduction des coûts pour l'État. Cette partie du PIB qui est générée, ce budget qui est généré par les associations, va contribuer à la réduction des coûts pour l'État. Et enfin derrière, on a un effet de renforcement de cohésion sociale. Si je prends par exemple les Restos du Cœur, les Restos du Cœur c'est une grosse association, et derrière il y a une espèce de fédération de tous les gens qui appartiennent aux Restos du Cœur, qui œuvrent pour les Restos du Cœur, et qui savent qu'ils appartiennent à quelque chose, à un mouvement, à une cause. C'est pareil dans toutes les associations, c'est pareil dans notre association des cafés citoyens. Moi le premier, je sais que j'appartiens à quelque chose. Okay. Au Gros du Roi, on a recensé 214 associations. C'est pour ça que quand on voit qu'il y a 1,5 million d'associations, c'est pas étonnant finalement. Quand on voit qu'ici, il y en a déjà 214. Okay. C'est un petit chiffre indicatif. Et puis il y a deux citations que je voulais partager avec vous. Là, c'est moi qui les ai mises personnellement. Il y en a une qui est de Flore Vasseur, c'est une journaliste qui s'est très engagée dans sa vie pour pour ne travailler que sur la cause sur laquelle elle s'est engagée. Cette cause, c'était d'apporter au monde la connaissance sur ce que font d'autres personnes, justement, les engagements d'autres personnes. Son livre s'appelle « Et maintenant, que faisons-nous » ? Et dans son livre, elle dit « L'engagement n'a rien à voir avec les autres, c'est un engagement envers soi-même, comme une promesse que l'on se fait à soi-même pour comprendre qui l'on est. » Et l'autre citation, c'est celle de Mère Teresa, qui dit en gros « Ne fais pas les choses pour ce que les autres pensent de toi, mais fais-les pour ce que tu penses de toi. » Ok ? Je laisse aller là-dessus. Maintenant, je vais passer la parole à Antoine, qui va nous parler de son expérience et son expérience sur l'engagement. Merci beaucoup, merci à toutes et tous d'être là, par ce beau temps qui donne plutôt envie de prendre des cocktails en terrasse. Je vous remercie aussi pour l'invitation, parce que c'est chouette de me faire intervenir sur ce thème. C'est marrant parce que quand Jean-Luc m'a appelé pour me parler de ça, je me suis dit oui, je suis engagé certes, et puis je me suis demandé si j'avais une histoire avec ça, et en réfléchissant, je me suis dit bah ouais, c'est vrai qu'il y a un petit truc chez moi qui a à voir avec l'engagement, qui n'est pas tout jeune. Et donc forcément ça va être un peu personnel, je suis pas forcément hyper à l'aise pour parler de moi, mais je vais faire un petit effort pour vous. Et vous parler un peu de mon parcours, voilà, de là où je viens, et puis par où je suis passé dans mes engagements, et puis où j'en suis aujourd'hui. Et puis les réflexions que ça m'a apporté tout au cours de ce parcours. Voilà, alors, petite présentation, parce que faut bien que je me présente quand même un petit peu pour savoir d'où je viens et qui je suis un minimum. Mes origines, je suis fils d'agriculteur et ma mère était, elle, prof de français, prof d'espagnol et aussi chef d'établissement. Donc très engagée au niveau de son boulot pour le coup. Je me suis dit, ah oui, peut-être ça vient de là, peut-être un peu de là. Enfin, de toute façon, il y a plein de raisons pour lesquelles on s'engage, mais peut-être que cet engagement de ma mère envers son boulot m'a inspiré peut-être quelque part. Et donc grandi en Picardie dans une ferme, dans un corps de ferme qui devait faire deux terrains de foot à peu près en surface. Donc c'était assez sympathique. Enfance plutôt heureuse, à grimper dans les arbres, à observer les animaux qui venaient parfois faire des petits tours dans le jardin. Alors peut-être que voilà, mes engagements sur l'écologie viennent un peu de là, peut-être aussi, je sais pas. Mon métier, alors j'ai mis cette photo parce que voilà, c'est ça mon métier habituellement. Je suis ingénieur du son, donc
donc je travaille sur des films, principalement des séries de fiction, parfois aussi un peu des documentaires. C'est quelque chose qui m'a... Alors j'ai démarré, on va dire, mes premiers boulots payés, c'était au journal de France 2, pour lequel je faisais le son des petits sujets d'1 minute 30 qui parsèment ce journal télé. Et ça m'a permis après d'atterrir dans des choses un peu plus sérieuses, on va dire, sur des formats plus longs, et notamment des reportages, puis des documentaires, ce qui m'a permis par ailleurs de beaucoup voyager, de voir beaucoup de choses qui se passaient un peu partout dans le monde sur des sujets très divers et variés. Et ça m'a aussi donné une vision du monde un peu spéciale, qui n'est pas celle qu'on voit à la télé, c'est plutôt un truc qu'on voit en direct, et qui font qu'on se rend compte, moi ça a été un des premiers trucs, c'est de la chance qu'on a d'être dans un pays comme la France. On a quand même beaucoup de choses ici qui sont assez chouettes. Et donc, cette photo, là, je suis en train de prendre le son sur une série pour France 2. Ça se passe sur le plateau de l'Aubrac, et je trouvais que ça me représentait pas mal parce que, il y a la nature qui est très présente, et en même temps, j'ai tous ces objets très technologiques qui m'entourent, et qui sont c'est un peu paradoxal finalement, ces deux mondes, quoi, se sentir proche de la nature, mais de bosser qu'avec des trucs qui n'existaient pas il y a pas 50 ans. Je trouve ça assez rigolo, mais bon, c'est tous les paradoxes de la vie aussi, je trouve. En dehors de... le son, c'est une passion, c'est un métier de passion, donc c'est une de mes passions, mais en dehors de ça, j'aime beaucoup aussi faire la cuisine, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le cinéma. Comme tout le monde, j'ai plein d'autres passions. Et mes engagements, aujourd'hui, j'en parlerai un peu plus tard, mais ils sont plutôt autour de l'écologie, au sein de diverses associations. Je développerai peut-être un petit peu plus tard. Enfin, peut-être sûrement. C'est vrai qu'engagement, dans la définition, on va souvent trouver contrat. La première chose à laquelle on pense, j'ai un peu réfléchi à ça avant d'aller fouiller. On pense d'abord au mariage, je ne sais pas vous, mais moi j'ai d'abord pensé à ça. Je suis engagement, mariage. Je ne suis pas marié. Mais j'ai pourtant pensé à ça en premier. Et puis après, engagez-vous, moi je me dis l'armée. C'est vrai que c'est un truc qui m'a tout. Je me suis dit, oui, l'armée, forcément. Je n'ai pas fait mon service militaire. Et puis après, la vie associative. Alors, je pense que je me suis bien rattrapé là-dessus. Mais il y a, juste avant la vie associative, moi je mettrais aussi la politique. Moi, la politique, ça a été le premier truc où j'ai foutu les pieds. Alors, pourquoi est-ce que je suis allé par là? Alors déjà, je suis quelqu'un de très politique, je pense, intrinsèquement. J'allais au bureau de vote quand j'étais petit avec mes parents pour aller commenter les bulletins qui s'ouvraient, si j'aimais ou si j'aimais pas ce qui rendait mes parents un petit peu... Enfin, c'était un peu gêné avec ça. Et j'adorais aller au dépouillement, même si je n'étais pas en âge de voter. Enfin, je sais pas, j'avais un truc avec la politique comme ça je sais pas pourquoi j'aimais ça d'ailleurs, parce que c'est quand même un truc qui ne passionne pas les foules. Mais bon, c'est comme ça. Et ça m'a un peu poursuivi. Et puis, je me suis retrouvé dans une commune qui s'appelle Aubervilliers, dans le 93, parce que j'ai passé 18 ans quand même à Paris, en région parisienne, notamment pour faire mes études, et puis ensuite quand j'ai commencé à travailler. Et à Aubervilliers, 20% de gens qui votent. Alors ça me rendait fou. Je me disais, mais c'est pas possible. Moi, dès que j'ai eu 18 ans, un des premiers trucs que j'ai fait, c'était passer mon permis et voter. Enfin, c'était vraiment, j'attendais que ça. Et finalement, je me suis dit, 20% des gens qui votent, c'est pas possible, il faut que je m'engage. Je vais aller voir un peu ce qui se fait. Le contexte national à ce moment-là est que il y a Nicolas Sarkozy qui est au ministère de l'Intérieur, il lorgne un peu sur la présidentielle, hein. On voit déjà que ça va être le candidat qui est un peu favoriste et vachement le favori des journalistes avec qui je travaillais. Et puis, moi je suivais un peu tous les politiques de tous bords.
puis lui, il m'énervait. Alors, je veux pas faire un discours politique ce soir, c'est pas du tout ça le sujet. Mais je sais pas, j'avais un truc avec lui qui ça allait pas. Alors, puis il y avait une histoire de racaille et tout ça, ça me plaisait pas. Donc je me suis dit, bon, si plutôt que de chouiner chez toi, là, engage-toi, tu es dans une commune avec les gens qui ne votent pas, essaie d'aller les faire voter. Et puis voilà, les politiques, je pense que tout le monde se dit ça, les politiques c'est eux qui ont le pouvoir. Donc si on veut changer les choses, allons vers la politique et puis on changera les choses. Je suis un peu plus mesuré sur ce... J'ai un peu changé d'avis là-dessus depuis, mais j'étais jeune. Donc voilà. Donc premier bilan de ce premier engagement, on va dire. Quand même des rencontres hyper intéressantes. C'est vrai que j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas rencontrés d'habitude, qui me sortaient totalement de mon milieu professionnel, de mes amis, du milieu, je sais pas, sportif avec qui j'étais. Je faisais pas mal de sport à l'école, à l'époque, donc j'avais beaucoup d'amis un peu dans ces clubs de sport. Et là, je rencontrais des gens vraiment qui venaient de tous horizons, de tous milieux sociaux, et ça, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai appris à connaître aussi les gens qui habitaient dans ma ville d'une autre façon, en faisant du tractage, en participant à des réunions publiques, des choses comme ça, des débats. Et puis, bien sûr, les moments de discussion qui n'ont pas forcément à voir avec la politique et de convivialité. C'est vrai qu'on aime toujours boire un verre après avoir fait une petite action ou une réunion ou quoi que ce soit, comme ce soir d'ailleurs. Donc voilà, ça me plaisait bien, je trouvais ça plutôt sympa. Et c'est vrai que le truc de la rencontre, on ne se fait pas forcément des amis, on va dire, dans les assos, c'est pas forcément des gens avec qui on va aller dîner tous les samedis. Mais voilà, c'est des rencontres enrichissantes et je trouve que l'engagement associatif, l'engagement en général, il amène à ça. Après, j'ai vite déchanté parce que je me suis retrouvé instrumentalisé, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de participer à une liste qui se retrouvait être une liste dissidente, un machin truc, alors que c'était des gens qui faisaient des 2%, enfin j'étais dans un parti qui n'était pas très très gros, mais moi c'était vraiment l'idée de m'engager qui m'intéressait, et comme je disais au début, que les gens aillent voter. Et donc je me suis retrouvé un peu instrumentalisé, un peu à mon insu. Enfin, j'ai dit oui, et puis j'ai pas trop compris quelles étaient les conséquences. Puis finalement, ça ne faisait que alimenter des querelles intestines. Donc je me suis retrouvé avec des gens qui se tapent dessus alors qu'ils pensent à 99% tout pareil, mais il y a le 1% qui va pas, donc on se fait la guerre. C'était assez... je trouvais ça très... ça m'a un peu secoué. Et puis voilà aussi des gens qui se lancent en politique parce qu'ils veulent avoir une carrière politique. Ils ne sont pas du tout dans un engagement, on va dire, bénévole. Je vais donner pour la communauté, je vais donner pour moi. J'ai vraiment ressenti ce truc chez certaines personnes, au plus bas niveau. C'est ça qui était un niveau de petits militants. On voyait des gens vraiment qui étaient là pour réussir en politique. Donc ça m'a pas tellement plu. Et donc j'ai une impression générale de pas, un peu d'inutilité. Je pense que c'est peut-être un peu fort, mais je ne me suis pas retrouvé, on va dire. Donc je finis par abandonner. Ce qui m'embête d'ailleurs, parce que moi dans l'engagement, j'ai inclus, dans ma propre définition, on va dire, j'ai inclus un truc de temps, en fait. C'est-à-dire que pour moi, un engagement, il y a un rapport au temps derrière ça. Et par exemple, le mariage, c'est un engagement le plus longtemps possible. Donc il y a un truc comme ça. Et quand je quand je m'engage dans un truc, j'ai du mal à me dire, finalement ça me plaît pas. Si je suis engagé, j'y suis pour un certain temps. Et donc j'abandonne un peu malgré tout parce que ça ne me plaît pas, mais ça m'ennuie par rapport à cette idée que j'ai de l'engagement. Alors, j'abandonne, mais alors là je vais faire une petite digression. Et je sais que vous avez un café citoyen dans pas très longtemps sur ce thème. Je reste un consommateur. Ça, c'est un concept que j'aime beaucoup, qui est que, en fait,
fait, ça raconte que, en fait, nous, consommateurs dans une société de consommation, on a un pouvoir avec notre carte bleue, avec ce qu'on a dans notre portefeuille. Et c'est un engagement tout très très personnel, parce qu'on adhère à rien du tout quand on fait ça. Mais c'est quelque chose que, pour moi, qui a à voir avec l'engagement, parce qu'on ne décide pas tout d'un coup de ne plus consommer ça, et puis le lendemain on va dire, oh bah tiens, finalement, si. Enfin, quand on prend des décisions par rapport à la consommation, je trouve que c'est un engagement sur du long terme aussi. Donc, par exemple, on sait qu'il y a des produits qui sont en vente dans les magasins. Alors c'est l'actu qui me fait penser un petit peu à l'actu du moment, qui ne sont pas très très bons, que ce soit pour la santé, que ce soit au niveau social et tout ça, et on peut très bien faire le choix de ne pas les consommer. Et c'est vraiment un truc, moi, qui m'anime depuis un certain temps et dont je suis vraiment persuadé. Et on nous fait croire, moi j'ai aussi l'impression qu'on nous fait croire que cette action-là, elle ne sert à rien. Alors moi je refuse complètement ce truc. Je veux dire, si tout le monde arrête d'acheter, des pépitos, mais je veux dire des Pringles plutôt. Parce que les Pringles, c'est pas bon. Les Pringles, si tout le monde arrête d'en acheter, on arrête d'en fabriquer. Enfin, il y a un moment, parce que tout le monde, on a tendance à entendre souvent, oui, de toute façon, on n'est que 1% de ceci, on n'est qu'une goutte d'eau, on est machin, mais en fait, on peut être un mouvement si chacun se met à dire, bah, non, moi je mange plus ça, et ben, ça entraîne des choses derrière. Donc c'est pour ça que alors vous aurez bientôt un café citoyen sur la consommation, donc vous en parlerez beaucoup plus à ce moment-là. Mais je pense que ça a été, même avant la politique, un truc de me dire, bon, là, moi, j'ai quand même un pouvoir avec ma carte bleue, qu'on ait beaucoup de pouvoir d'achat ou pas, alors plus on en a, plus on a de pouvoir, certes, mais même quand on en a peu, en fait, on a quand même quelque chose dans la main. Même dans le moyen, dans la façon qu'on a de payer, que vous payez en liquide ou en carte bleue, ça n'a pas du tout les mêmes répercussions. Il y a un cas où vous allez donner un peu d'argent à la banque, et puis un autre cas où pas du tout. Ça va être, tout l'argent va aller aux commerçants. Donc voilà, c'est un truc que j'ai depuis toujours et ça ne me quittera pas, je pense que je vais mourir avec. Donc le temps passe, je déménage à Montpellier, ça fait 10 ans maintenant que j'y suis, et arrive cette pandémie, cette fameuse pandémie. Et alors là, ça a été un peu la claque. Alors bien sûr, le confinement, tout le monde l'a vécu de façon un peu différente. Moi, ma vie allait plutôt bien, le travail, ça se passait bien. J'étais en couple, dans un couple qui était assez heureux. Je faisais mes petites activités, mon petit sport, tout ça. Enfin bon, j'avais une vie assez, je ne vais pas dire égoïste, mais bon, classique, on va dire, sans engagement particulier hors travail, enfin tout ce qu'il y a de plus normal. Mais oui, alors on nous a dit surtout, confinez-vous, bon, très bien, on s'est confiné. Et puis il y avait ce truc de rester à la maison et regarder des films, et puis, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'on me demandait de ne pas faire grand-chose. Et je crois que j'ai jamais été aussi productif à ce moment-là que pendant la confinerie. Il y a une amie qui appelle ça la confinerie, ça me fait beaucoup rire. Et donc pendant ce temps-là, j'ai eu beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps pour réfléchir, et je pense que ça a été le cas de beaucoup d'entre vous, où ça a été vraiment des moments de réflexion assez intenses. Et c'était, moi j'ai trouvé ça ça m'a fait un bien fou au final, quand j'y ai réfléchi, je l'ai vachement bien vécu, j'ai fait plein de choses. Et puis le premier truc que je me suis dit, c'est il y a des gens qui ne peuvent pas sortir faire les courses, il y a bien quelque chose, une structure qui existe, et hop, là je tombe sur une asso qui s'appelle Covi, qui venait juste de se créer pour l'occasion, et qui faisait de la livraison de courses pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Donc hop, tout de suite, c'était pas un prétexte pour sortir parce que je m'en fichais, j'étais très bien chez moi, mais je suis allé tout de suite dans cet asso et hop, j'ai fait des livraisons un peu toute la journée. Alors pareil, c'était pas que des livraisons, c'était aussi des gens qui avaient besoin de parler et tout ça, c'était vraiment très chouette, on se sentait vraiment fort utile. Et n'ayant pas de talent de couturier, je ne
pouvais pas de coudre de masque, donc j'étais très bien à faire de faire de la livraison de courses. Donc voilà, donc, tout ce temps-là qu'on a, qu'on peut aussi donner pour les autres qui en ont besoin. Aussi la conscience que l'État a un problème, en fait, parce que vous vous rappelez certainement, on a eu plein de discours très contradictoires. Je me suis dit, oh là, ils sont perdus. En fait, l'État français, il est fort, il nous aide et tout ça, mais en fait, ils ont aussi besoin de nous. On ne peut pas juste se satisfaire d'avoir un État fort, un État-providence, et que on se laisse aller dans ce truc-là sans rendre un petit peu de ce qu'on nous donne. Moi, je trouve ça vraiment hyper important, et dans mon engagement, je pense il y a aussi beaucoup ça qui est derrière. C'est que on est tellement aidé quand on est en difficulté qu'il faut le rendre quelque part, quoi. Alors, on le rend un peu dans les impôts, pas que ça. Donc voilà, cette idée de vouloir se sentir utile et toujours de vouloir changer les choses. Donc là, après être rentré dans cet assaut qui s'est arrêté à la fin du confinement, hein, finalement, je me suis engagé auprès des shifters dont parlait Jean-Luc tout à l'heure. Je me suis inscrit, et puis dès qu'on est sorti de tout ce truc, je suis allé aux premières réunions, et puis voilà, c'est là que ça a commencé. Après avoir regardé beaucoup de conférences, avoir passé beaucoup de temps aussi à renseigner sur le changement climatique, et voilà, ce truc on a un problème qui dépasse bien, enfin qui ne sera pas forcément bien géré par l'État. Je me suis dit, allez, on y va, on donne de son temps sur ce sujet qui est vraiment passionnant, et c'est là que ça a vraiment commencé pour moi, l'engagement. Donc quelques années plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, donc les shifters, donc je suis co-référent dans le groupe local de Montpellier, enfin on va dire Languedoc-Roussillon, mais qui est pas mal centralisé à Montpellier, même si on est un peu de partout. Je suis aussi membre du groupe Culture, parce que c'est une asso qui a je ne sais pas combien de branches, et étant moi dans le milieu culturel, je m'investis aussi sur cette question. Je fais partie aussi d'un collectif qui s'appelle l'Étoile Verte. Alors c'est un collectif qui a pour but de verdir en fait les activités de l'audiovisuel, parce que bon, c'est assez bizarre, mais sur la culture, quand on dit il faut réduire l'impact et tout ça, on se dit toujours oui, non mais c'est quand même pas, enfin je veux dire, on n'est pas total, on remplit pas des réservoirs, on crame pas du pétrole, mais pourtant quand on s'intéresse au sujet, c'est pas rien en fait le niveau le milieu de la culture, et je trouve que c'est un milieu c'est un secteur qui pour moi devrait être un peu exemplaire en fait sur ces sujets-là. Enfin, il doit en tout cas faire partie plus de la solution du problème. Et puis l'association Culture Climat, alors c'est une toute petite association qui a pour but de faire de la sensibilisation. En fait, l'idée c'était de créer une académie du climat à Montpellier. Alors c'est toujours un peu dans les tuyaux, je ne sais pas si ça se fera un jour ou pas, mais on essaie de faire un peu de lobbying pour ça, parce qu'il y a une académie du climat à Paris qui fonctionne depuis quelques années, qui est vraiment très très bien, et qui, c'est assez fou, entre la programmation, tout ce qui sort de là, c'est assez dingue. Tout ça, voilà, j'ai mis que c'est exaltant, et c'est vrai, c'est vraiment l'engagement associatif. Il a ce truc, alors parfois c'est difficile, on est bénévole, c'est beaucoup de temps et tout ça, mais juste pour prendre un exemple, on a fait les 10 ans des shifters l'année dernière. On a fêté les 10 ans, donc on devait organiser un petit événement. Et puis c'est parti d'une blague comme ça, tiens, si on faisait un truc, un événement là-dessus, t'as qu'à faire... Et si on la faisait se rencontrer... Alors moi j'avais pensé à une personnalité que je venais de découvrir, qui était une glaciologue, qui se trouve qui était assez connue. Je ne savais pas tellement en fait quand je me suis intéressé à elle. J'avais juste vu une vidéo, et puis je trouvais qu'elle parlait vachement bien, qu'elle était très positive. Et puis quelqu'un me dit, tiens, si on la faisait rencontrer avec ce botaniste hyper connu, machin. Ah ouais, tiens, bonne idée. Puis on lance le truc comme ça, on se dit ça comme ça en fin de réunion, je pense avec un verre à la main. Je ne dis pas qu'on était libre, pas du tout. Mais pendant le moment convivialité, on va dire, de la soirée, et on se retrouve 3 mois après avec un amphi, 350 personnes qui ont payé des places, un gros buffet derrière et tout ça. Et
Et alors ça m'a scotché, quoi. Je me suis dit, mais c'est fou quand même. Alors j'ai passé un temps fou sur cet événement, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et d'énergie, mais quand j'ai vu cet amphi, quand j'ai vu la soirée comme elle se passait, qu'on rigolait, puis en même temps on apprenait des trucs et tout, et là je me suis dit, bah, franchement ça vaut le coup. Franchement, l'engagement associatif, c'est quand même quelque chose. C'est pas toujours la fête, mais franchement, pour des moments comme ça, moi je re-signe à 1000%. Alors j'ai mis un petit mais, 3 petits points, parce que, oui, attention au burn-out. Si jamais vous engagez, et ben les gens ils vont se dire, ah bah tiens, lui il est engagé, alors je vais peut-être essayer de l'engager moi, chez moi. Et donc on vient un peu vous chercher. Moi ça m'est arrivé un peu tout au même moment, c'est-à-dire que je suis allé me former sur un sujet, ils ont vu que je connaissais déjà pas mal de choses, ils m'ont dit, ah tu sais, je voudrais créer tel truc. J'ai dit, ah bah oui, super. Et puis en fait, on peut se perdre en fait dans ce trop, c'est ce que j'appelle le burn-out associatif. C'est-à-dire qu'on est tellement motivé, on se sent aussi désiré parce qu'on a des choses à dire et qu'on a de l'énergie, on a envie d'y aller. Et à ce moment-là, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah lui, j'aimerais bien l'avoir avec moi. Et donc, moi, j'ai du mal à dire non, donc je me retrouve à m'engager sur trop de trucs. Et ça, c'est pas bien. Ça, il vaut mieux vraiment se concentrer sur un sujet ou 2 max et s'y tenir et être vraiment présent plutôt que d'être à droite à gauche sans être vraiment là, quoi. Et puis surtout, il y a un moment où ça ne tient pas dans le calepin. Enfin, j'ai des emplois du temps qui commençaient vraiment à déborder. J'avais aussi le boulot. À un moment, ça devenait complètement secondaire. Donc ça devenait un peu compliqué. Donc il faut savoir prendre cette distance. Et puis surtout, et voilà, il y a ce risque. C'est arrivé à une collègue il n'y a pas très longtemps qui était trop sollicitée. Elle a complètement arrêté du jour au lendemain, quasiment. Elle a explosé en vol. Elle n'y arrivait plus. Elle a fait vraiment un trop-plein, enfin le vrai burn-out, comme il peut arriver au boulot, quoi. Donc, se méfier de ça. Après, il y a des solutions, ce que je disais, hein, il faut aussi parfois se recentrer aussi sur soi-même, prendre du temps pour soi, donc prioriser ses actions, arrêter de vouloir être partout, ça c'est vraiment la base. Éteindre le téléphone, ça j'aime bien le faire de temps en temps, parce que en fait chaque association a son canal WhatsApp, alors vous pouvez enlever les notifications si vous voulez, mais en tout cas si vous voulez être tenu au courant, je peux vous dire que ça vibre intensément dans la poche. Donc ça faut se méfier de ce truc-là aussi, d'être du trop. On a beaucoup de canaux de communication et parfois on s'y noie un peu. Donc voilà, moi de temps en temps j'éteins, je me mets en mode avion pendant 1 heure ou 2 et au moins je suis un peu tranquille. Oui, et dernière chose vraiment que je trouve importante, c'est ne pas être... Enfin c'est bien il y a quelque chose de grisant quand on prend une place dans une association et qu'on commence à prendre de l'importance et qu'on a besoin de nous. Mais il faut savoir être remplacé, parce que du jour au lendemain, il peut nous arriver quelque chose. Et si dans une structure associative, on n'est plus là tout d'un coup, pour un accident ou je ne sais pas quoi, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir en soutien, parce que sinon ça peut vraiment foutre par terre beaucoup de projets. Donc voilà, et puis s'organiser. Alors j'ai dit ça parce que moi je suis pas très bon pour organiser, mais c'est vrai que plus on est organisé, et Dieu sait, plus on cloisonne un peu son calepin et tout ça, et mieux ça se passe. Alors, pourquoi convaincre et changer les... Enfin, moi, ce que j'aime dans l'associatif, c'est convaincre et changer les choses. Pourquoi en asso plutôt qu'auprès de notre entourage? C'est juste une petite question qu'on peut se poser parfois. En fait, moi, par exemple, quand je suis au boulot, je suis ingénieur du son. Donc si je me mets à parler de climat ou je sais pas quoi, ou de choses pour lesquelles je suis investi, en fait, les gens disent, mais de quoi il me parle? Lui, il est ingé son, pourquoi il me parle de ça? Et quand je suis dans ma famille et que je dis, ah, vous savez, ceci, cela, en fait, moi, je suis le frère, ou je suis le fils, ou je suis le petit-fils. Donc, en fait, on n'est pas à la meilleure des positions pour convaincre. C'est pour ça que je trouve hyper important d'aller dans une association dans laquelle on se sent bien et pour une cause, bien sûr, qu'on a envie de défendre.
parce que, en fait, notre discours il sera beaucoup mieux perçu auprès de gens qu'on ne connaît pas, plutôt qu'auprès de son entourage. Enfin, mieux perçu, mieux compris, parce qu'on est toujours autre chose avant, en fait. Ce que je disais, hein, moi, vraiment sur les plateaux de tournage, là où je bosse, bah, quand les gens viennent me voir parce qu'ils savent que je suis engagé sur ces questions-là, je leur parle, mais sinon j'en fais pas des tonnes parce que avant tout, pour eux, je suis un ingé son et ma spécialité c'est le son. Donc si je me mets à parler d'énergie et de climat, j'aurais pas forcément du crédit. Par contre, si moi en tant que shifter, je vais parler d'énergie et de climat pour faire un petit bout de conférence ou à une réunion publique ou je sais pas quoi, là les gens vont dire ah bah oui, il est shifter, donc il est un peu spécialiste d'énergie et de climat, donc on va l'écouter avec une oreille attentive. Donc c'est aussi pour ça, je trouve que c'est vraiment important, quand on a envie de s'investir, de passer par une asso. Ça ne sert pas à rien. Voilà, je voulais finir avec une petite citation, on en a eu tout à l'heure, de Gisèle Halimi. Donc il dit « Je crois que l'engagement, pas seulement féministe, mais l'engagement à part entière, permet de durer. Et c'est vrai que quand on s'engage sur un sujet, on le fait avancer. Et quand on le fait avancer, il continuera d'avancer même après nous. Si on se bat pour je sais pas, pour dire tiens, ce morceau de littoral, là, on n'a pas envie qu'il soit pollué, qu'il y ait je sais pas, des habitations, on a envie de le garder sauvage. Et ben si on a travaillé à ça et que ça continue après, ben, finalement, c'est toute notre action qui dure. Et ça nous donne une plus longue vie, quelque part. Donc ça fait que nos actions quand même perdurent dans le temps, et ça, je trouve ça assez chouette. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Catherine Guy, et voilà. Jean-Luc a parlé de la promesse de passer à l'action pour une cause qui nous tient à cœur. Donc moi, ça a été un petit peu ma vie. Donc ça va être beaucoup de témoignages en fin de compte de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu dans ma vie. Et ça commence quand j'ai 13-14 ans, où j'étais une enfant plutôt très timide, très renfermée. Et puis je rentre, ma mère m'inscrit au scout. Et là, mais c'est vraiment le déclic pour moi. La petite fille qui bougeait pas, la petite fille qui faisait pas grand-chose, etc. C'est comme un feu d'artifice, je me vois comme ça. Tout d'un coup, paf, c'est l'explosion, je me découvre totalement, c'est la libération de mon pouvoir, c'est vraiment fou. Je me mets à monter des spectacles tous les soirs quand je suis dans les camps. Je deviens leader totalement du groupe. C'est vraiment, je m'éclate, mais à fond. Et comme j'étais donc cet enfant très timide, très renfermé, je vois mon pouvoir, je commence à comprendre la puissance que j'ai à l'intérieur de moi, que je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment une énorme découverte. Donc ma vie, elle prend sens à ce moment-là, et je ne vais pas arrêter. Donc jusqu'à aujourd'hui où vous me voyez, j'ai continué. Alors, vers 17-18 ans. Et l'image, elle me correspond très très bien. Parce que là, moi, j'étais en pleine puissance, j'avais de la force, j'avais des arguments, je me battais comme une malade, je pouvais... Et j'étais tellement alignée avec la cause que je représentais, que je pouvais discuter avec tous ces hommes. Et là, j'étais ces hommes, quoi. Et j'étais vraiment, je leur démontrais à quel point la femme, on était différents, mais on était capable, ou même plus capable qu'eux. Et donc j'ai eu des débats, et j'en vois qui réagissent. Non mais franchement, à cette époque-là, surtout c'est les années quand même 70, 80, quoi, on a besoin de montrer à ces messieurs que... Les muscles, exactement. C'est pour ça que j'adore cette affiche, parce que c'était ça, c'était vraiment... c'est ça. Il fallait qu'on défende nos valeurs, il fallait qu'on défende qui on était. Et c'était super important. Et j'ai adoré ça, parce que
Donc mon engagement, c'était aussi me révéler, moi, c'était toujours... En fin de compte, là, tout le début de mon engagement, même aujourd'hui, c'est vraiment me rencontrer sans arrêt, c'est évoluer, c'est tout ça. C'est aussi pour les autres, c'est aussi pour les causes, mais le travail, il a été bénéfique pour moi tout le temps. Alors, ben oui, la vingtaine, etc. Ben voilà, engagement amoureux et le mariage. Mon mari traîne ici, je ne vais pas dire de mal. Hein. Et oui, c'est un gros engagement hein, quand même, le mariage. On ne peut pas l'enlever de notre vie, c'est un des plus gros. C'est vouloir partager quand même sa vie avec quelqu'un, il va falloir qu'on fasse avec des compromis, donc ça va être aussi notre mari, enfin l'inverse, notre conjoint va être le miroir de nous, donc il va falloir sans arrêt, ok, je ne vais pas lui crier dessus, mais je vais évidemment crier dessus, mais bon, mais il va falloir que je réfléchisse sur moi aussi, parce que c'est quelque chose dans moi soulève des émotions, etc. Donc il va falloir que je travaille aussi sur moi, parce que le mariage, c'est un peu ça, quoi. L'engagement, en tout cas, d'avoir signé cette promesse que j'allais vivre avec mon conjoint toute la vie, ben, ça va me bouger moi, le bouger lui, évidemment. Mais ça, c'est vraiment l'engagement d'une vie. Mais le mariage, on peut se désengager. Donc c'est quand même bien, ça. Parce que quand on a trop marre, ben, pourquoi pas se désengager. Et d'ailleurs, dans toutes les associations, on peut se désengager. C'est important. Donc justement, soit burn-out ou soit juste c'est la fin pour nous d'un cycle, c'est important de pouvoir se désengager. Et je crois que le mariage aussi, mais je crois aussi que dans le mariage, ce qui est important, c'est de continuer, malgré tout, parce qu'il va y avoir les crises, il va y avoir tout ça, mais parce que derrière, on s'est fait cette promesse, ben c'est bien de passer au-dessus. Et je crois qu'on apprend énormément et que l'amour, en réalité, se modifie au fur et à mesure du mariage et de cet engagement, et qui va être... je crois qu'on arrive dans le cœur, on arrive dans le vrai, on arrive dans qui on est, et c'est ça qui est important, je crois, dans l'engagement. En tout cas, pour moi, c'est ça qui a compté. Alors, parce qu'on est un peu fou dans cette famille, eh ben, on a fait 6 enfants. Donc là... c'est le truc où on ne peut pas se désengager. Ça, je vous assure. Et j'en ai rêvé, moi. Donc, là, c'est vraiment... ouais, c'est 100%. C'est pas de retour en arrière, évidemment. Hein. Je peux pas les trimballer ailleurs. Ces enfants, ils sont là. Il faut que j'assume. Et ça va être vraiment dépasser les limites. Ça va être la patience, la force. Ça va être... qu'est-ce que j'ai mis comme mot? C'est ça, persévérance, adaptation. C'est emmener ces enfants-là, je les accompagne jusqu'à ce qu'ils soient capables de vivre leur vie. Puisqu'il y en a 6, c'est le groupe, mais c'est aussi l'individu. Donc c'est essayer de les accompagner chacun pour ce qu'ils sont. C'est donner. Ça a été une vie difficile, je dirais quand même, parce que 6 enfants, dont 3 qui sont nés en 2 ans, donc c'était énorme. C'est que j'arrête pas les associations, parce que les autres associations, c'est quand même ma bouffée d'oxygène. Je travaille de temps en temps aussi par ailleurs, donc c'est vrai que ça a été dur, mais en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'engagement marital, c'est que du bonheur, c'est de l'amour à fond, c'est tout ça les enfants. Mais on ne peut pas se désengager. Alors, toutes ces années, moi je ne me suis jamais enlevée des associations. J'ai toujours été dans des associations. On a déménagé énormément, on a déménagé plus de 30 fois puisque mon mari était dans des activités aériennes où il fallait beaucoup bouger. Mais à chaque fois, je remontais des associations où je me remettais dans des centres culturels ou dans des écoles. J'ai toujours
À partir de mes 14 ans, à vrai dire, j'ai jamais arrêté. Donc, ma passion, c'était le théâtre, c'était la créativité, c'était de monter des spectacles. Et donc, j'ai continué tout le temps. Et justement, avec ma famille nombreuse, c'était ma récréation. Je m'amusais comme une petite folle. J'ai monté énormément de pièces de théâtre, j'ai écrit, j'ai fait tout, j'ai fait les décors, j'ai fait les costumes. Je m'éclatais, moi, vraiment, je me suis éclatée. Et avec beaucoup d'humour et de joie. C'était vraiment ce qui me tenait, et puis c'est ça, mon esprit créatif. Donc, et je me suis trop engagée. Évidemment, plus je faisais, plus on me sollicitait, et je ne pouvais pas refuser. Donc, comme Antoine, des fois, j'ai eu jusqu'à 10 spectacles, donc à la fin de l'année scolaire, et c'était de la démence, mais vraiment. Et à chaque fois, je me disais, non mais arrête de prendre autant, tu es complètement dingue. Puisque, donc j'avais toute ma vie aussi autour, hein, plus les déménagements. Donc, mais en même temps, c'était l'explosion, c'était l'imagination fertile, donc il fallait toujours que je crée plus, etc. Et ça a toujours libéré évidemment du potentiel dans moi, et j'y allais à fond, quoi. C'était fou. Donc, en même temps que je faisais tout ça, je faisais du scoutisme, parce que j'avais aimé, donc c'est ça, le savoir-faire, être dans la nature. Et puis en même temps, chez les Scouts de France, je me suis formée, j'ai fait tous les stages de formation, je suis devenue donc directeur de camp, etc. Donc c'était challenging, c'était découvrir, c'était créer des liens, c'était voilà, et puis les valeurs, je les reconnaissais, donc une vie quand même très dans l'associatif. Alors là, il y a un gros tournant à ce moment-là dans notre vie, on déménage au Canada, à Montréal, et je me retrouve sans enfant pratiquement, sans travail, j'étais bibliothécaire en France à ce moment-là, et donc c'est une période de vide pour moi. Je ne sais plus trop où j'en suis. Il va falloir que je trouve tout ce que je veux faire. Parce que là, j'ai plus les associations, j'ai plus le théâtre, j'ai plus la bibliothèque, j'ai plus mes enfants, j'ai plus le bim. C'est un gros creux. Et en fin de compte, ça va me diriger vers l'entraide. Parce que cette période basse de ma vie, je vais me former. Donc je rentre dans des associations d'écoute, d'aide psychologique. Et c'était très bien, puisque moi, j'étais moi-même dans une période basse de ma vie. Donc, m'intéresser aux autres dans l'entraide, ça m'a beaucoup aidé aussi, moi. Et donc, je me forme et je développe des compétences dans tout ce qui est la bienveillance, l'empathie, la compassion, etc. Je rencontre des gens qui sont seuls, qui sont malades, qui ont des problèmes aussi psychologiques, des fois des maladies mentales, etc. Et ça ouvre encore plus, je dirais, le cœur, le fait de pouvoir s'intéresser aux gens, de la différence aussi, parce que moi j'étais dans une vie, je dirais, sans problème, quoi. Je m'amusais comme une petite folle, je faisais des associations, des activités qui m'intéressaient à fond, mais jamais j'avais regardé les gens qui sont en difficulté, qui sont tristes, qui ont du mal à vivre. Et là, donc, je plonge là-dedans, et ça m'amène, ça m'amène de la compassion pour les autres. Et là, évidemment, c'est très riche de sens. C'est toute une époque, donc je vais passer 10-11 ans là-dedans, et c'est ça, c'était vraiment... Quand je vois, autant j'étais faux folle, autant là je rentre dans moi, dans qui on est aussi avec le cœur, puis comment je peux dire, cette solidarité qu'on peut avoir avec les autres, et ces liens qu'on crée, alors pas des amis, hein, mais on arrive à rencontrer les autres différemment. Donc voilà, là c'était profondeur et richesse humaine. Donc je fais du centre d'écoute, voilà, on a des cercles de parole,
et on rencontre les gens donc sous une autre façon. Alors moi, les périodes creuses de ma vie, eh ben, je ressens ce vide. C'est-à-dire quand je ne suis pas engagée, eh ben, très vite, c'est un petit peu de la déprime, ou c'est plutôt que la vie n'a pas de sens pour moi. Je ne sais plus, je me sens un peu inutile. Ça, je me pose des questions, mais presque immédiatement, quoi. Je reste une année sans rien faire et je suis là, bah, c'est quoi le sens de la vie? Tout de suite, je retombe. Alors, en même temps, je sais que je ne dois plus trop m'engager, parce que c'était un peu fou, mais en même temps, je perds le sens. Donc, j'adore cette sculpture, d'ailleurs, qui montre le vide intérieur. Et je pense que tous les gens que j'ai rencontrés à l'époque, où justement je m'occupais des gens qui étaient déprimés, tristes, qui se sentaient seuls, mais j'avais envie de leur dire, mais engagez-vous dans un sens, allez vers les autres et vous allez voir que votre vie, elle va être pleine de richesse, parce que c'est l'engagement qui fait qu'on est utile, puis on rend service. Donc, moi je dis que de donner aux autres, on reçoit mais 1000 fois plus. À chaque fois qu'on donne, à chaque fois qu'on s'engage, on reçoit. Et c'est juste magnifique, quoi. C'est vraiment... moi je crois que c'est le sens de ma vie. Je crois aussi que ça peut être le sens de la vie de beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Donc voilà, moi ça a été assez court, mais l'engagement, c'est donc bien plus qu'une promesse. C'est ouvrir la voie à une existence plus épanouie, plus alignée à qui nous sommes et à notre véritable nature. Sans l'engagement, moi, je ne sais pas qui j'aurais été. J'aurais peut-être été devant la télé, dans les écrans. Je ne regarde pas la télé, je ne me mets pas devant les écrans. Et c'est ça, ma vie a été riche de sens grâce à ça. J'ai une petite citation à donner, la voilà. Alors, c'est de Léonard de Vinci. L'inaction sape la rigueur de l'esprit. C'est ça que j'ai dit? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Sans action, on sera molli, je crois. Je sais pas. Il faudrait redonner la phrase. Oui. Merci. L'inaction sape la rigueur de l'esprit. Ou la vigueur, d'ailleurs, j'ai peut-être écrit. La vigueur de l'esprit. Et une autre d'Einstein, seule une vie vécue pour les autres est une vie qui en vaut la peine. J'aime bien aussi celle-ci parce que c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup vécu pour les autres, mais ça remplissait ma vie, mais complètement. Je crois que j'aurais pas pu, dans cette vie-ci en tout cas, j'aurais pas pu faire autrement que de m'engager à fond. Et puis c'est ça, dans le contexte actuel, c'est vrai que le monde est un peu fou, hein, on peut vraiment le dire. Je crois que d'être acteur, ça nous permet de reprendre du pouvoir, ça nous permet d'agir, puis même si c'est minuscule, même si c'est un tout petit pas de rien du tout, en réalité on met sa pierre à l'édifice. Et je vais prendre l'exemple du caillou. On lance un tout petit caillou dans l'eau, il y a des cercles concentriques, c'est des ondes, et ça va avoir un effet. Et donc nos tout petits pas de rien du tout, ils vont avoir un effet, même si on croit qu'on n'est rien du tout, mais non, on met la pierre à l'édifice. Et moi j'invite les gens à reprendre de l'activité, à s'engager. Là, on est dans les cafés citoyens, on s'est réengagé dedans. C'est pas beaucoup, ça nous demande quand même du travail, ça nous demande de réfléchir au thème, etc. On est 5, mais tant mieux qu'on soit 5, parce qu'en fait, quand il y a du boulot. Et c'est ça, mais on fait petit, mais rien que quand on plante la graine de ce soir, par exemple, juste que chacun fasse sa part, que chacun s'engage. Ah, d'ailleurs, au Canada,
on avait des grandes affiches publicitaires et c'était chacun doit faire sa part. Et il y a un énorme bénévolat au Canada et c'est vraiment sympa parce que tout le monde est reconnu. On n'a pas ce système en France où, par exemple, je sais pas moi, l'éboueur est moins bien vu que l'ingénieur. Non, au Canada, tout le monde est bien vu parce que chacun fait sa part. Donc chacun met justement sa pierre à l'édifice. Chacun est là pour faire les choses qu'il y a à faire. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Donc ça, c'est vraiment super intéressant, cette notion. Et ben là, justement, il y a des choses à faire partout. Alors, j'ai regardé dans les associations du Grau-du-Roi le site jeveuxaider.gouv, donc un site d'État qui a été créé il y a 4 ans seulement. Alors, j'ai pris le Grau-du-Roi et par exemple, au Grau-du-Roi, on cherche 5 bénévoles pour les malvoyants. Donc, c'est que 2 heures par semaine, mais on accompagne des malvoyants pour faire ce qu'ils ont à faire, quoi, leurs courses ou autres. Alors c'est des tout petits trucs, mais ça change la vie des gens, et nous, ça nous change la vie. En réalité, à chaque fois qu'on devient utile, on a de la fierté, on se sent bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi au Grau-du-Roi? Ah oui, il y a les enquêtes SPA, donc pour les animaux, la Société protectrice des animaux. Donc, je ne sais pas exactement, je ne suis pas allée voir plus dedans. Il y a aussi faire le longe-côte, vous savez, c'est marcher dans la mer. Eh bien, on cherche des gens pour faire ça. C'est trop drôle, quoi. Et animateur, donc on est formé et on devient animateur, on entraîne les gens à faire du longe-côte. Bon, voilà, j'ai regardé 3 trucs comme ça. Donc, il y a plein de choses à faire, franchement. Beaucoup de choses. Et il y a des sites, donc maintenant, qui nous disent quoi faire. Voilà. Donc là, quelques sites du gouvernement, et notamment le Grau-du-Roi. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. Et voilà. Donc, moi, soyez des bâtisseurs, c'est important d'après moi. Mettez votre pierre à l'édifice, c'est important. Voilà.